Hebdo Euroleague numéro 7. Et oui, ça fait déjà 7 journées d'Euroleague qu'on commente ensemble. On fera peut-être quelque chose pour la 10e, pourquoi pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour m'accompagner, il y a Romain et Mathieu. On va vous parler d'Euroleague. On est assis confortablement. Comment que ça va, les gars? Salut Salut Corentin, salut Corentin. Mathieu, salut tout le monde. Salut. Écoutez, je suis très content de vous retrouver parce qu'on a beaucoup de choses. On a du pain sur la planche aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Donc, on va reprendre, on va dire, le schéma habituel. Parler des rencontres qui se sont déroulées. Donc, je vais les énumérer. On va en parler ensemble. Ensuite, on enchaînera tout simplement sur les rencontres à venir. La journée 14 sera présentée par Mathieu et la 15 par Romain. On enchaînera sur un débat qui va être vraiment intéressant puisqu'on parlera un peu d'individualité dans des collectifs cette semaine. Et enfin, la classique, l'éternelle, la magnifique chronique de Romain. Ça vous va comme programme? Rien à redire? Super. Ouais, parfait. Ok, top. Alors, je vais reprendre pas à pas les matchs de la semaine dernière. Donc, c'était la journée 13. Et il y avait également des matchs en retard de la journée 4, 9, 5 et 8. Tout simplement, alors je vais commencer par le match en retard de la journée 4 de Valence qui a perdu contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Le Zénith s'est imposé 85 à 72. La journée 9, qui était également le 8 décembre, le Barça a été perdre contre l'Olympiakos, 96 à 88 pour l'Olympiakos. Lors du match en retard de la journée 5, l'Anadolu Efes a battu Lyon-Villeurbanne de 4 points. Les hommes de TJ Parker avaient bien accroché le club turc. Et enfin, la journée 8, dans laquelle Milan s'est imposé 102 à 93 contre le Khimki Moscou. Ensuite, la journée 13, celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Barcelone a gagné 87 à 71 contre Milan. On a également le Bayern qui a été s'imposer contre Lyon-Villeurbanne 76 à 62. Le Žalgiris Kaunas, lui de son côté, a gagné contre le Pana 81 à 69. Le CSK Moscou a gagné le derby de Moscou 96 à 87 contre le Khimki. Le Maccabi Tel Aviv s'est imposé de 4 points contre Baskonia, 67 à 63. Le Real Madrid, lui, s'est imposé de 7 points contre le Zénith Saint-Pétersbourg, 79-72. Valence a été gagné contre l'Anadolu Efes, 76 à 74. L'autre club allemand, l'Alba Berlin, a été gagné contre le Fener d'une belle marge, 89 à 63. Et enfin, dernier match, dans le derby des Orthodox Brothers, les Rouges, de l'Étoile Rouge de Belgrade et de l'Olympiakos. L'Olympiakos a gagné de 2 points, 80 à 79 contre l'Étoile Rouge. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Messieurs, quel est le match qui a attiré le plus votre attention? Quel est celui qui vous a fait vibrer? On vous écoute. Matt, si tu veux commencer, sinon Romain. Sinon, je veux bien prendre la parole, comme vous voulez. Vas-y Coco. Alors, Tu te suspense tout de suite. ah ouais, parce qu'il y a un match qui m'a rendu un peu fou et je préfère attaquer tout de suite parce que de toute façon, je sais que Romain va m'attaquer là-dessus. C'est le fameux Milan-Barça. Ne fais pas comme si tu n'allais pas m'attaquer là-dessus. J'avais raison ou pas? Non. Non. Bon, on sait avec Mathieu et Adrien qu'on a attendu au tournant, parce que vous savez le petit faible qu'on a pour l'Olympia Milano. Voilà, Olympia Milano a perdu contre le Barça, démonstration de force du Barça, et j'ai halluciné du manque de force collective de Milan. J'ai l'impression qu'il leur faut toujours des exploits individuels pour s'en sortir. Et moi, je retiens juste deux choses. La première, c'est Milan qui commence par encaisser un 11-0 avant que Karl-Heinz mette 4 points et sonne la révolte. J'étais choqué de ça. Me dire, mais attendez les gars, il y a un moment, faut couper les vannes, faut faire quelque chose. Et de l'autre côté, Zach Ledé et Kevin Putner qui font moins 2 déval. Voilà, je sais pas si vous avez vu le match, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis dégoûté. Est-ce que je m'étale? Oui, étale-toi, étale-toi. D'un côté, non, je vais faire court. Et puis en même temps, comme ça, je vais très vite laisser la parole à Mathieu et en même temps, je vais lui faire plaisir. Ouais. Deux choses. Alors, Jasikevičius a été magique. Voilà, ça c'est fait. Et de l'autre côté, on a un effectif où Kyle Hines, donc au début du match, je crois qu'il était à 8 points.
il a mené le jeu de Milan et du coup, le collectif est à 13 passes seulement quand on a Calates qui en fait 14 à lui tout seul. Voilà, c'est tout pour moi. À toi, Mathieu. Moi, je pense que tu as un peu résumé les choses. C'est clair que le collectif, c'est pas la force première du Milan pour le moment. Après, clairement, bon, je m'attendais tout de même à une victoire du Barça avant même de regarder le match. Et je tiens à dire quand même pour Milan que ils peuvent difficilement faire pire. Et leur début de saison, malgré tout, n'est pas si mauvais. Preuve qu'ils ont un niveau plancher qui est quand même raisonnable. J'espère juste que voilà, ça va se réveiller, que ça va s'activer. Et j'aimerais bien aussi qu'Ettore Messina arrive définitivement à proposer une rotation un peu fixe sur ces matchs d'Euroleague parce que ça change tout le temps. Il y a des temps de jeu qui sont très discutables et j'ai l'impression que les gars ont un peu de mal à se mettre dedans aussi du coup. C'est simple, ce que tu as dit, copier-coller. Je vais rien rajouter. J'avais noté des stats, etc. Mais je pense que ça va. On gagnera pas en fluidité si je m'étale. Je pense exactement pareil que toi, Mathieu. Et ça m'a un peu rendu fou. On passe à un autre match? Attends, Coco, je Ouais. veux quand même rajouter un petit truc. Ah, C'est que je je. croyais que c'était fini pour nous, mais non. Non, 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 je tape dans Milan, mais il faut dire que ils craquent dans les 6 ou 5 dernières minutes. Ils sont proches du Barça, voire même devant dans le troisième. Ils sont encore au contact dans le quatrième, et il y a vraiment les 5 dernières minutes où là, ils prennent un bouillon monstre. Je crois que dans les 6-5 dernières minutes, ils marquent 4 points. Barcelone fait tout exploser. Du coup, il y a un écart de 16 points à la fin qui reflète pas forcément le match en lui-même. Et en même temps, Jasikevičius, il nous a régalé dans tout. Je vous ai partagé les vidéos dans notre discussion privée, mais sur toutes les remises en jeu, quasiment, il y a eu Exactement. panier parce que c'est un régal, c'est très intelligent. Mais voilà, Milan, ok, ça a été assez dur à regarder parce que voilà, c'est toujours le même problème, c'est très pauvre collectivement. Mais ils étaient dans le match jusqu'à 5 minutes de la fin et Barcelone, d'un coup, ils ont déroulé. Et quand Corey Higgins, Mirotic et Brandon Davis sont dedans avec Calates à la baguette, c'était rideau. Voilà, terminé. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est vrai que sur les systèmes rapides, Jasikevičius c'est incroyable. Je pense qu'on gagnerait tous à regarder les séances d'entraînement et les répétitions de système qu'il doit faire, ça doit être énorme. À noter que Milan a également perdu en Lega A contre Brindisi avec un D'Angelo Harrison qui a été énorme. Donc, c'est deux défaites de suite. Je pense que Messina va un peu, on va dire, raisonner ses joueurs et leur mettre un petit coup de pression, même si on sait que le prochain match est contre le Fener, une équipe assez inconstante en ce début de saison. Voilà, Milan, on garde espoir, mais va falloir que ça soit un peu plus dur en Euroleague, notamment au niveau du collectif, si ça veut viser le Final Four comme je l'espère en début de saison. On passe au Real Zénith. Je sais pas si Romain, je crois que tu l'as vu le match, toi. Non, il me semble que c'est Mathieu. Moi, je l'ai pas vu du tout, celui-là. Ah oui, c'est vrai que ouais. Matt, tu l'as vu celui-là? Ouais, tout à fait. Ah, Ouais, j'ai regardé excuse-moi. tout à l'heure, il m'a fait plaisir ce petit match. C'est le seul match que Victoire, Romain n'a pas vu sur les 28 qu'il a vu cette semaine. c'est pour ça que je l'ai regardé, tu vois, pour combler le trou. Et il y en a complémentaire pour vous faire plaisir. Je glisserai mon rib à la fin de l'épisode, histoire que. Donc Real Zénith, victoire du Real 79-72. Un match intéressant, assez agréable à regarder, avec un Real qui a proposé un 5 majeur pour le moins original. Le match a commencé avec Abalde, Jeffery Taylor, Gabriel Deck, Anthony Randolph et Trey Tompkins sur le terrain. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de vrai meneur de formation. Et ça traduit déjà une volonté de la part de Pablo Lasso, c'est de passer à une ère post-Campazzo, où il va falloir responsabiliser des joueurs qui à la base ne sont pas forcément faits pour le playmaking à devenir des playmakers. Et c'est notamment Abalde qui a pris ses responsabilités à ce niveau-là et il s'en est plutôt pas mal tiré. Derrière, le Zénith a proposé un jeu intéressant. Après une grosse perte de vitesse sur le troisième quart-temps, ils ont encaissé un 13-3 et là ça a été compliqué. Ils ont un peu perdu en inspiration collective, ils s'en sont beaucoup remis à des exploits individuels et c'est là que la bascule s'est faite. Après, le Real, c'est une grosse défense. Il y a un garçon qui a fait beaucoup de mal, c'est Tavares. Il a clairement limité l'impact de Poitres et Gudaitis à l'intérieur. Et Et Gudaitis, c'est que 2 points sur le match.
Ah, c'est terrible. Et il s'est fait contrer une paire de fois, le garçon. Et voilà, Tavares, c'est un mur, c'est une muraille, il faut le passer. Et c'est très, très compliqué. Et voilà, c'est un peu à l'image de ce Real, c'est-à-dire que c'est une équipe qui, avant tout, s'appuie sur une excellente défense. Et même si parfois en attaque, ça manque un petit peu de réalisme et de finition, bon, on leur pardonne parce que en défense, ça fait le taf. Ouais, pour le Zénith, ça a été compliqué aussi du côté de la ligne à 3 points, avec Billy Bayron qui finit à 1 sur 5 à 3 points. Quand on connaît la qualité de tir du garçon, ça fait tout drôle. Romain, t'as pu un peu scruter les stats du match ou au moins voir les highlights? Alors, j'ai pas vu les highlights, la feuille de stats sous les yeux et effectivement, un 5 comme ça était plutôt particulier pour le Real, mais en même temps, Pablo Lasso, c'est ce qu'il fait. Face à une équipe joueuse comme le Zénith, c'était pas forcément une honte d'envoyer ce 5-là. Euh, Après, ben, il y a il y a les ingrédients pour gagner. On a Walter Tavares qui est définitivement très fort cette saison, et à Baldé qui, du coup, une fois responsabilisé, ben, réussit des bons matchs. Et ça, c'est très positif pour le Real en perdant Campazzo parce qu'ils ont clairement besoin d'un homme fort autre que Tavares. Euh, et je suis très content pour Alberto Abalde qui l'année dernière était aussi parmi nos chouchous du côté de Valence. Mhm. Et ben là, il prouve qu'il a clairement sa place au sein d'un club monstrueux comme ça. Trey Tompkins, alors là, même si les stats sont pas non plus monstrueuses pour moi, est aussi un des éléments moteurs du Real cette saison. Donc voilà, le Real, depuis le départ de Campazzo, s'en sort plutôt pas mal. Il me semble que c'est que des victoires. Donc bah, finalement, tout roule au Real, quoi, comme d'hab. C'est ça. Et juste Abalde qui pour finit rajouter à... sur. Ouais, excuse-moi. Je Ouais, disais à juste Baldé pour qui finit rajouter. à 30 minutes de jeu. Enfin, ouais, 30 minutes, 16 points et 16 dévals. Ouais, non, il a été parfait. Ça sera vraiment un des joueurs à suivre, je pense, en termes d'évolution dans cette équipe du Real. Et juste pour rebondir sur Trey Tompkins, effectivement, avec l'absence finalement d'un vrai meneur gestionnaire, il est un peu plus responsabilisé sur du poste haut, du main à main. C'est vraiment agréable et finalement, les statistiques disent pas tout, mais ouais, très intéressant dans l'utilisation. Moi, il me fait un peu penser à Boris Dio en équipe de France. Voilà. D'accord. Ok. Ouais, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est son jeu dos au panier et son tir à 4-5 mètres, là. J'aime beaucoup ce joueur-là. Ouais, toutes les minutes de Deck, Abalde et Yui sont en hausse depuis le départ de Facu Campazzo, qui a joué son premier match, je crois, avec les Nuggets en NBA. Est-ce qu'on passerait pas au match de Lasvel contre le Bayern München? Une Ouais, défaite de Lasvel. Romain, je crois que celui-là, tu l'as vu par contre. celui-là, je l'ai bien vu. Ouais. Je l'ai bien vu et du coup, bah, le Bayern a très facilement remporté ce match. Ils n'ont pas vraiment douté. Ils limitent l'Asvel à 25 points en première mi-temps parce que ça défend trop fort, parce que l'Asvel a depuis ses premières victoires là, il y a quelques temps a décidé que tout passerait par le tir à 3 points, sauf que ben, en faisant 8 sur 23, c'est compliqué. C'est compliqué. Et du coup, ben, en face, ils ont su s'adapter et eux ont été tout de suite dans la zone. Et en début de match, ça artille à 3 points. Alors au final, ils sont qu'à 6 sur 14, Munich, mais le début de match, c'est un 8-0, dont deux tirs à 3 points de Dedovic qui les met tout de suite dans le mal. Euh, puis voilà, on a la force d'un collectif solide. On sait que le Bayern, ça va pas développer un jeu magnifique comme le Barça, mais par contre, c'est dur, c'est très embêtant. Et on a des joueurs comme Jalen Reynolds qui sort là du banc, mais qui finit meilleure évaluation de son équipe. On a Wade Baldwin qui sait très bien gérer son truc. Il finit quand même à -1 d'évaluation, et pourtant, à des moments, c'est lui qui trouve les solutions en attaque. Euh, non, voilà, c'est le Bayern a fait ce qu'il fallait. Radosevic a bien profité des petits short rolls que Trinkieri lui propose pour aller attaquer Fall en 1 contre 1. Et vu que Fall est en difficulté sur les déplacements latéraux, ben, voilà, tout était réuni pour que le Bayern remporte ce match.
L'Asvel manque un petit peu de réussite sur cette rencontre. Si ça tombe dedans, c'est un tout autre match, mais voilà, on sait le risque qui est pris quand on repose son style de jeu sur le tir à 3 points. Asvel qui a été mené tout le match, hein, entre 5 et 19 d'écart à chaque fois. Et le symbole de cette équipe, c'est un peu Aleric Freeman qui a des pourcentages. Alors à 3 points, ça va, il fait un petit 3 sur 5, mais sinon 1 sur 4 à 2 points. Et de l'autre côté, Reynolds, tu en parlais, 21 dévals et 17 points. Et au niveau du banc, ça s'en ressent parce que Reynolds commence pas dans le 5, mais le banc du Bayern, c'est 35 points et le banc de l'Asvel, c'est 23. Donc on voit clairement les différences dans les rotations des deux coachs. Est-ce qu'on passerait pas à un autre match? Je pense qu'on a dit pas mal de choses sur celui-là déjà. Ouais, on peut enchaîner. Yes, let's go. Je crois que quelqu'un d'entre nous l'a vu et je crois que c'est même Mathieu. Alba Berlin-Fener, si je me souviens bien, tu l'as vu? Ouais, tout à fait. Magnifique. Et Romain aussi. Romain aussi, Magnifique. donc on va pouvoir le faire ensemble. Je vous laisse les commandes alors. Bah, c'est assez drôle comme match parce que quand on regarde le score, Alba qui remporte 89-63 face au Fenerbahçe, j'avoue que je l'ai regardé après coup, donc en replay, et j'étais pas super emballé. Je me suis dit ça va être un blowout, et malgré tout, ça a été un match qui a été ultra agréable à regarder. C'était super sympa parce que on a une équipe de l'Alba qui propose un jeu collectif ultra léché. C'est une équipe en plus qui est offensive, qui offre vraiment un beau spectacle à ce niveau-là. Ils avaient besoin de continuer sur une bonne lancée. Avant le match, ils étaient sur 2 victoires consécutives et du coup, ça fait 3. Et à l'inverse, le Fenerbahçe se retrouve en plein doute. Une victoire seulement sur les 6 derniers matchs. En fait, l'Alba a mis en avant toutes les faiblesses du Fenerbahçe avec un Nando De Colo qui revenait tout doucement et finalement l'absence, à mon sens, du côté du Fener d'un vrai organisateur de jeu. L'Alba, en plus de ça, a fait des propositions intéressantes en défense. Ils sont notamment passés en zone à un moment. Ça a posé de grosses problèmes, de grosses difficultés, pardon, à cette équipe du Fener, et ça a offert du jeu en transition facile pour l'Alba. En plus de ça, c'est une équipe qui est archi collective, il n'y a personne qui force. Résultat, ils ont 5 joueurs qui sont à plus de 10 d'évaluation, et ils ont 9 joueurs qui ont marqué 7 points ou plus, donc il y a un vrai partage collectif, et c'était super. Je ne m'attarde pas plus, je laisse la parole à Romain. Ben, Matt, t'as quasiment tout dit, et puis waouh quoi, waouh. Merci à René Cesse et merci à Berlin d'offrir des matchs comme ça. C'est ultra plaisant. J'ai la stat sous les yeux cette saison. Quand on regarde les records au niveau collectif de passes sur un match, on a Madrid et Barcelone en premier avec 31 passes sur un match. Et après, à la deuxième position, on a Berlin 29, Berlin 28, Berlin 28. Voilà. Ça résume ce que fait Renaissance de Berlin et c'est juste magnifique. Je sais pas vous comment vous le ressentez, mais quand je vois Berlin ces temps-ci, j'ai envie de sourire parce que ces garçons-là proposent du jeu et se font kiffer eux-mêmes. J'ai vu des sourires, des passes aveugles ou des réussites au tir où le banc se lève, ils sont tous morts de rire, ils s'encouragent et c'est tellement plaisant à voir que voilà, c'est magnifique ce que fait Berlin en ce moment et on en redemande et du coup, ben, le Fenerbahçe, voilà, ils ont encore des problèmes à régler. Ça, on le répétera jamais assez en ce moment tant que De Colo sera pas à 100%. Le 5 était un petit peu bizarre avec Biberovic qui finit par mettre 13 points, mais qui, pour moi, n'est pas censé être là. Ça prouve tous les problèmes qu'a le Fenerbahçe en ce moment. J'espère pour eux que ça va s'arranger très vite. Mais voilà, il tombe sur une équipe en pleine bourre. Et en fait, on a les opposés. On a une équipe qui est en pleine bourre en ce moment contre une équipe qui est au fond du trou. Et du coup, ça a donné ce match-là, mais qui, comme l'a dit Mathieu, était très plaisant à regarder. Et franchement, c'est top. Bah, c'est top 3 des équipes les plus intéressantes à regarder, Berlin, clairement. Malheureusement, à chaque fois, je trouve pas des replays pour voir leur match, ou je trouve pas le temps. Mais quand on voit que De Colo a pris 5 tirs et Lorenzo Brown 4 tirs, ça veut en dire long.
Je pense que à la fin de la saison, le Fener pourra compter compter tous les matchs, on va dire, contre des équipes entre guillemets plus à leur portée qu'ils ont perdu et ça va leur coûter cher. Mais bon, on n'en est pas encore là. On avance, on se focalise sur le derby des Orthodox Brothers entre Olympiakos et Étoile Rouge. Alors, on en avait parlé avec Adrien. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Sinon, j'ai deux, trois choses à dire. J'ai vu le principal, c'est-à-dire la dernière action. Effectivement, ouais, bah, si tu veux nous en parler. Bah, du coup, pour spoiler un peu tout le monde, égalité, remise en jeu. Et qui dit remise en jeu à l'Olympiakos, avec Printezis et Spanoulis sur le terrain, on sait où la balle va aller, fallait pas chercher plus loin. Et du coup, Bartzokas met en place un système où les deux Gugus, les deux légendes se croisent. On pense que c'est Spanoulis et finalement Printezis qui va nous faire une spéciale et qui va donner la victoire à l'Olympiakos. Alors pour tout vous dire, j'étais au travail, j'ai des jeunes autour de moi qui voulaient savoir le résultat et je leur ai annoncé à l'avance la fin du film. Ça s'est passé parce que ça ne pouvait pas finir autrement avec ces joueurs-là. Donc voilà, l'Olympiakos qui arrache une victoire dans la difficulté, mais la Ils ont, légende ils ont retiendra que ça vient de gratifié. Printezis. Voilà, Ils ont exactement, c'est gratifié une l'étoile rouge. spéciale. Ouais, bah, c'est intéressant que tu parles de jeunes. Parce que je ne sais pas s'il y a des jeunes qui écoutent nos podcasts. Mais en tout cas, si vous devez regarder un truc, c'est cet Olympiakos qui a encore deux légendes dans son effectif qui bientôt seront à la retraite, Printezis et Spanoulis. Et surtout, faites gaffe, Printezis, c'est le monsieur fondamentaux de l'Euroleague. Au poste, c'est juste magnifique à voir. Le buzzer qu'il met est fou. J'ai adoré regarder ce match. J'ai beaucoup aimé ce que proposait Printezis. En fait, c'est une mixtape, ce mec. C'est humaine, quoi. C'est un truc de fou. Euh, L'Olympiakos finit avec 5 joueurs à plus 10 déval et 68% à l'intérieur. Merci Printezis. 52% à 3 points. Et malgré tout, l'étoile rouge a été maintenue en vie par leurs 80% au lancer notamment. Et bon, le côté de la pièce tombe pas dans leur sens, mais bon, quelque part, c'était écrit comme le disait Romain. Et c'est toujours aussi plaisant de voir le caractère de ce joueur toujours impeccablement coiffé, qui est Printezis. Est-ce qu'on passe à un match suivant ou tu voudrais dire un mot, Matt? Non, vous avez bien résumé. Les légendes ne meurent jamais, même quand elles sont au bord de la retraite. On peut Ok. enchaîner. Ok. Žalgiris Pana. Alors là, il y a des choses à dire. Je suis sûr que Romain a regardé ou je me trompe. Parce que Žalgiris, c'est quand même une de tes équipes favorites. Ah, il a été regardé, il a été apprécié à sa juste valeur et j'ai une pensée aussi pour Olivier qui aime beaucoup le Zalgiris. Et ça fait du bien de les voir gagner et surtout de les voir gagner en retrouvant les valeurs qui ont permis de faire un très bon début de saison. Des valeurs de courage, de combat, de défense, d'une attaque fluide et plutôt bien organisée. Et puis bah, qui dit défense aussi dit jeu rapide à développer derrière et ils l'ont très bien fait. Porté par leur homme fort, c'est Marius Grigonis qui a Oh, encore régalé avec un 6 sur 8 longue distance. Et quand je dis longue distance, c'est très longue distance parfois. du parking. Et ah non, mais il y a des fois, alors les fans de NBA parlent de Curry du logo ou de Lillard du logo. Je pense que dans un bon soir, Marius Grigonis peut reculer encore un petit peu pour tirer du logo, que ça lui fera pas peur. Et du coup, c'était ultra plaisant. Ils ont archi dominé au rebond avec 41 prises contre 29. Et voilà, malgré tout, malgré quelques points noirs, seulement 17 passes décisives pour 17 pertes de balles, et ben ils s'en sortent parce que voilà, cette équipe a du courage, il y a de l'intelligence, il y a beaucoup d'audace, notamment avec Djokubaitis. Et du coup, c'était vraiment un match à prendre. Ils l'ont fait. Tant mieux pour eux. J'espère qu'ils vont remonter un petit peu au classement parce que j'ai pas envie que leur saison s'arrête aux portes des playoffs. Et j'ai Ouais. vraiment envie de les voir embêter quelques grosses équipes dans des matchs couperets.
C'est clair. Ils ont fait la course devant tout le match avec 6 joueurs à plus 10 d'éval. Moi, ce qui m'a choqué pour le coup, parce que j'aime beaucoup regarder les matchs grecs, enfin des équipes grecques, notamment le Pana, parce que bah, leurs supporters postent beaucoup de vidéos, même pour les mauvais matchs. Et il y a un mec sur YouTube qui met leurs vidéos. Et voilà, c'est simple. Nedovic joue 30 minutes et fait un 2 sur 7 à 3 points. Et c'est des shoots, voilà. Voilà, je vous laisse regarder, je ferai pas plus de commentaires. Papagiannis, pour le coup, lui, fait 5 sur 8 à l'intérieur et 20 déval. Et c'est le seul qui surnage un peu. Foster en dedans. Ça reste juste un scoreur unidimensionnel. Et de l'autre côté, Mitoglou, 6 déval. Donc tu peux pas, tu parlais de rebond, Romain, mais on peut pas gagner un match en se faisant manger comme ça au rebond. Et derrière, en ayant une sélection de shoot qui soit aussi calamiteuse. Clairement. Et le point noir de cette équipe, enfin, pour moi, il y en a deux. C'est que du coup, on a perdu Marcus Foster définitivement, alors qu'on pensait que ça allait être un petit peu l'homme fort et régulier au scoring. Finalement, il est plus là depuis un bon petit moment. Ouais, Shelvin Mack, il va prendre ce qu'il a à prendre, mais finalement, j'ai l'impression que ça reste assez inoffensif. ouais, c'est Euh, exactement ça. Nedovic, ben, on l'a dit, hein, c'est up and down tout le temps. Et surtout, bah, moi, il y a un truc qui me fait beaucoup de peine, hein, mais c'est que ben, Papa Petrou, c'est définitivement son cousin qu'on a cette saison, quoi. Oui, quand il n'y a pas Calates pour lui faire des passes, Ouais, tu c'est l'avais dit ça, la dernière fois. j'en avais parlé, mais du coup, ça me fait vraiment de la peine parce que là, il marque 10 points, il fait 17 déval, mais il fait 6 sur 6 au lancer. Et finalement, on retrouve pas l'homme volant qu'il y avait l'année dernière, qui était aussi un monsieur, je sais tout bien faire. Et ben, ça pénalise l'équipe, quoi. Bah, ça décharge, bon. À la main, c'est compliqué, hein. Mm. Plusieurs meneurs n'ont pas fait l'affaire. T'as Shelby Mack qui arrive, qui est plus connu comme un scoreur, et puis concrètement, lui est venu pour faire ses stats, pour recommencer l'année prochaine une saison soit en Eurocup, soit en sortie enfin en bout de banc dans une équipe d'Euroleague. Et puis, comment il s'appelle? Foster, on le retrouve l'année prochaine en BCL. Il va faire l'ascenseur entre BCL et Euroleague à chaque fois, parce que, en fait, Foster, c'est le Casey Rivers du pauvre. Voilà. Quant à Nedovic, grand, faut que tu nous as montré que tu pouvais être bon dans certains soirs, mais faut que tu apprennes à être plus régulier. Donc ouais, cette équipe du Pana, elle fait mal au cœur. Autant l'Olympiakos arrive à prendre certains matchs, et t'en parleras dans ta chronique, parce que bah il y a quelque chose, mais le Pana c'est dommage, alors que sur le papier c'est quand même plus intéressant, je trouve, le Pana que l'Olympiakos. Voilà. Matt va nous parler du match du derby de Moscou entre le CSKA et Kimki, qui était, je crois, un Mike James game. Ouais, quel match, Mike James qui nous a régalé avec un petit 51 d'évaluation, gentiment, 36 points, 10 passes décisives et 9 rebonds, donc il est au bord du triple-double. Dans un derby moscovite, ma foi, très intéressant. C'est un match qui m'a vraiment fait plaisir à regarder aussi, surtout que le Kimki, je les avais un petit peu laissés après leur début de saison compliqué et tout le mal que je pensais d'eux, je les avais un peu laissés au placard. Et là, j'étais presque content de les retrouver parce que il y a un petit peu plus de collectif. D'ailleurs, la petite Ah ouais? stat un peu surprenante, c'est que le Kimki a dominé à la passe, 22 passes décisives contre 17 pour le CSKA. Ouais, parce que C'est pas tous les tous les ballons, jours c'est qu'on Mike verra James qui ça. les joue. Faudrait voir le pourcentage de usage de Mike James. Mais franchement, le Kimki, bon, était peut-être plus à l'aise dans ce type de jeu-là parce qu'il y avait un vrai duel athlétique, il y avait une vraie opposition physique entre les deux équipes. Et bon, ben, quand tu as une raquette qui est composée de Yanis Tima, de Greg Monroe et que ça va tabasser du Shengelia, du Milutinov, ça envoie du bois. Derrière, on a finalement un CSKA qui est un petit peu plus régulier, là où le Kimki parfois me donne l'impression que ça fait une semaine qu'ils jouent ensemble. Et ben, les dynamiques, elles sont complètement inversées. On est sur 4 défaites consécutives pour le Kimki et c'est la 8e victoire consécutive pour le CSKA avec un Mike James qui nous a sorti des actions folles. Il y a notamment un tir à 3 points qui est pris à 9 mètres avec la faute de Stefan Jovic. C'était une faute pour stopper le jeu en Péter un transition, câble, sauf Jovic. que, ah ouais, mais Mike James anticipe, il lâche la brindille et hop, 3 points plus la faute. Il s'est régalé, en plus il faisait des petits sourires insolents. Ça a dû assez énerver côté Kimki, mais superbe match.
Il y a pas mal de choses à dire. Mike James, tu le disais, 51 déval. Mais il ne faut pas oublier Milutinov qui finit avec 11 points, 11 rebonds, 4 passes D. C'est aussi un joueur qui commence un peu plus qu'à prendre ses marques. Je pense qu'il fait du dégât. Côté Kimki, on va faire plaisir à Olivier, hein, on va parler du tonton Schved. 3 sur 11 à 3 points pour 38 minutes de jeu. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'on a vu une petite rumeur qui nous fera pas plaisir. Enfin, ou si, peut-être que ça fera plaisir à Romain, mais le Kimki voudrait se séparer de Yanis Tima et Jonas Jerebko. Jerebko qui finit quand même le match à 16 points, 50% à 2 points, 17 déval et 100% à 3 points. Est-ce que ce serait une bonne chose pour le club? Faut voir. T'en penses quoi, toi, Romain? Des rumeurs? Ouais, du Ben, match et également des rumeurs. Je sais que tu aimerais bien revoir Tima du côté de Baskonia, non? exactement. Libérer les joueurs de basket, envoyer-les vers des vrais clubs, quoi. Au Baskonia, c'est un moins, vrai ça, club de basket? toujours mieux que le Kimki, hein. Moins pire. Non, toujours mieux que le Kimki, hein. Les dynamiques sont inversées et je maintiens que Vitoria, c'est toujours mieux que le Kimki en ce moment, quoi. Ça joue mieux, quoi. Oh, c'est Mais clair. bref, on ne rentrera pas dans ce débat-là. Et sinon, sur le match, j'ai pas les mots. Déjà, Mathieu a tout résumé. Et puis Mike James, quoi. Point. 51 déval. On n'avait pas vu ça depuis le 54 de Shane Larkin l'année dernière. Incroyable, juste incroyable. Il y a pas d'autre mot. Et puis en plus, il est partout parce qu'il fait 10 passes, il attire les défenses. Joel Bolomboy s'est régalé des espaces que James a pu créer. Il s'est fait un concours de dunk tout seul dans la raquette. Et puis voilà, l'intelligence d210 qui envoie Clyburn sur Jved et qui arrive à atténuer, on va pas dire stopper, mais atténuer sa production, tandis que Courtinaitis envoie McCullum sur Mike James. Voilà, l'effet que ça a fait. On en a un qui a 22 déval à 3 sur 11 à 3 points, et il y en a un autre qui fait 51 déval. Donc écoute, voilà, hein, il y a un mec qui a de l'expérience, l'autre qui est en train de faire n'importe quoi. Euh, mais super match du CSK, et puis nous, on les attend maintenant au Final Four, hein. Parce qu'on sait la fin de saison que ça va faire, sauf catastrophe, ils vont être dans les deux premiers. On Mm. les attend à Cologne, voilà, tout simplement. Exactement. Du coup, on peut passer sur les deux derniers matchs, notamment Valence-FS Pilsen, enfin FS, Anadolu FS, pardon, FS Pilsen, c'était l'ancien nom, avec un match où s'est distingué Mike Toby, qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui finit avec 27 déval, 9 sur 10 à 2 points. Et ce qui était fou, c'est que le temps de jeu était très bien réparti, avec 7 joueurs aux alentours de 20 minutes de temps de jeu pour Valence. Et de l'autre côté, les fesses qui finit pour Larkin, 33 minutes de temps de jeu et Micic, 35 minutes de temps de jeu. Faut m'expliquer comment deux postes 1, enfin poste 1-2 en l'occurrence pour Micic, peuvent jouer autant. J'ai du mal à m'imaginer la chose, mais j'ai pas vu le match. Tu l'aurais vu, Romain? J'en ai vu une grosse partie, et clairement, l'Anadolu avait fait de bonnes choses, notamment un très bon début de match avec un gros impact de Shane Larkin qui rate pas un panier, notamment à 3 points. Il est à 3 sur 3 et finalement, du coup, il fait que 3 sur 6. Donc, les vannes se sont très vite coupées. Les deux équipes se répondaient. Ça, chacune a eu son moment. Euh, on a vu un Valence travailler sur ce qu'ils savent faire de mieux, hein, c'est-à-dire le collectif. Mike Tobé a su bien profiter des rotations pour faire le match de mammouth qu'il a fait. Et puis voilà, quoi, à la fin, il y a une lueur qui s'appelle Prepelic, quoi. Hmm. Prepelic qui fait un match pas forcément ouf, il a que 4 d'évaluation, il est 1 sur 4 à 3 points. Sauf que un shooter n'a confiance qu'en lui-même et quand il s'agit des moments chauds, ce genre de mec ne doute jamais. Et sur un espèce de fadeaway, il crucifie Istanbul. Mais c'est pas étonnant parce que on le sait, Valence depuis le début de saison, c'est une équipe forte collectivement, mais on sait aussi que dans cette équipe, il y a des spécimens qui vont faire gagner des matchs.
Prepelic, Williams, c'est typiquement le mec qui vont te sortir de mauvais matchs et qui vont te les faire gagner. Ben, on a l'exemple typique à ce moment-là de la saison où Valence est dominé 88-82 en termes d'évaluation collective par Istanbul, mais qui s'en sort avec la victoire parce que il y a aussi du génie dans cette équipe et pas que collectivement. Il y a des vraies pièces qui sont capables de te faire gagner et Prepelic l'a fait. C'est très bien pour lui parce que en France, il avait été un petit peu décrié pour son caractère. Il s'était un petit peu raté quand il est allé au Real. Et finalement, il a trouvé une équipe qui lui fait confiance et où on sait qu'à un moment donné, il va pouvoir faire ce genre de match. Donc, c'est pas mérité. Dommage pour l'Anadolu qui en aurait bien eu besoin pour remonter, surtout quand on a un Misic qui retrouve enfin des sensations. Mais bon, c'est positif aussi pour eux, quoi. C'est très bien dit en tout cas. On passe au dernier match, Baskonia-Maccabi. Bon, que dire? Beaucoup de choses. J'ai noté quelques trucs du côté de Baskonia, notamment 35 minutes de jeu de Pierre Henry. Ouais, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et j'ai noté aussi quelque chose qui était très important pour moi parce que je l'avais en fantasy. C'était le très bon match d'Achille Polonara qui finit avec 28 dévals, 15 points, 8 rebonds, 6 passes. Waouh! C'est quel joueur? On en parlera plus tard, mais quel joueur? Et 5 également contre aussi. 5 contre. Ah, ça, je l'avais pas vu Ouais, pour le coup. 5 Ah oui, contre ça fait aussi. mal. Et il y a également il y a un petit Lituanien qui pointait le bout de son nez parce qu'il a joué 19 minutes. C'était Tadas. Alors, je vais galérer à prononcer, mais je m'y essaye. Sedekerskis. J'imagine que c'est pas top bien dit, mais voilà, il a joué 19 minutes. Et puis, c'est cool aussi que ça renoue avec la tradition de Baskonia de faire jouer des jeunes. Malgré tout, ça sera pas assez pour passer au-dessus du Maccabi pour une défaite de 4 points. Romain, vu que c'est un peu une des équipes que tu suis le plus, Baskonia, j'imagine que tu as vu le match? Bah non, j'ai pas eu le Ah, temps, très franchement. Et puis, je dois quand même avouer que l'affiche me faisait pas rêver des masses. ouais, Je sais comment joue le Maccabi. écœurant. Ouais, ça m'attirait pas. Voilà, et quand je vois les pourcentages, 5,27 à 3 points de Vitoria, 9 sur 25 du Maccabi, voilà, très peu pour moi. Pour ce match, j'ai un petit peu fait l'impasse. Je vois juste que Vildoza a pas joué. Ouais, J'ai pareil. comme la sensation qu'il a un petit problème cette saison, je ne sais pas lequel. Mais bon, voilà, hein, Vitoria était dans un temps fort en ce moment. Ils perdent un match contre le Maccabi parce que le Maccabi vont en prendre quelques-uns de temps en temps. Mhm. Voilà, rien de plus. Pour moi, rien de plus, rien de moins. C'est clair. Et il y a simplement le fait que, alors moi j'ai regardé deux, trois highlights, mais des longs, et je me suis rendu compte que les minutes des joueurs en Maccabi, c'est n'importe quoi, c'est du saupoudrage. T'as jamais le même 5 sur le terrain, enfin, c'était drôle. Will Buckin finit avec 11 dévals, 6 fautes provoquées, mais 1 sur 3 à 2 points, 1 sur 5 à 3 points. C'est un joueur qui je le trouve inconstant cette saison. Et malgré tout, on a deux évals qui reflètent, on va dire, le fait que le match soit serré. 74 d'éval pour Baskonia et 76 pour le Maccabi. J'ai pas pris de plaisir même à regarder la light, c'est pour vous dire. Donc c'était assez compliqué. Est-ce qu'on finit là-dessus, les gars, ou vous aviez d'autres commentaires à faire sur des matchs passés, revenir en arrière? Si Moi, ça Pour vous c'est va. bon. enchaîner. Ouais, on peut enchaîner, nickel. Bah, je vous laisse la main. Mathieu va nous présenter la prochaine journée et ensuite Romain nous présentera la journée 15 et ensuite on discutera du débat de la semaine. Tout à fait. Alors la semaine à venir est un peu particulière. On va être gâté niveau basket puisqu'on aura effectivement deux journées qui vont se dérouler, la journée 14 et la journée 15. La journée 14 se disputera mardi et mercredi. Alors on va assister à un super CSK Anadolu. On aura également le Fenerbahçe qui va essayer de remonter la pente face à Milan. L'Étoile Rouge affrontera l'Alba Berlin. Le Žalgiris Kaunas contre Baskonia. On aura aussi un Panathinaikos Real Madrid plutôt sympathique. Une très belle affiche entre deux gros outsiders avec le Zénith Saint-Pétersbourg et le Bayern Munich. L'Olympiakos qui jouera contre Valencia. L'Asvel devra remporter son match face au Maccabi Tel Aviv.
Et enfin, le FC Barcelone qui jouera contre le Khimki Moscou. Attends, Il y a Romain. des affiches qui vous intéressent Ah sur oui, cette moi j'en ai 14e noté journée? 3. J'ai noté le Dis-moi. CSK FS avec peut-être le Shane Larkin game de l'année, on verra. Face à Mike James, ça va être super intéressant. Il y a également le match spécial romain qui sera Kaunas Baskonia, qui est un match qui va être intéressant. Et enfin, le match, je l'ai appelé Joga Bonito, parce qu'on aura une grosse défense, le Bayern, opposé à une équipe du Zénith qui aura besoin de s'employer en attaque plus que d'habitude pour aller chercher une victoire. J'enchaîne. Ouais, vas-y si tu veux, let's go. Ok, du coup, la 15e journée se déroulera en fin de semaine, donc jeudi et vendredi, sur les jours normaux de la semaine pour l'Euroleague. Et ça commencera avec un Anadolu face à Milan. Donc pareil, il va y avoir des beaux duels en perspective. Le Zalgiris jouera contre le Fenerbahçe, encore une belle affiche. Ensuite, il y aura le Pana contre Berlin. Donc il y aura que 3 matchs pour le jeudi. Et du coup, le vendredi, on finit avec un match 100% russe avec le CSK contre le Zénith. Ensuite, il y aura l'Étoile Rouge contre Valence, Bayern contre Vitoria. Un match qui sent les heures de gloire et qui sent le Final Four implané entre l'Olympiakos et le Real Madrid. Voilà, pour ceux qui sont un peu nostalgiques, cette affiche donne quelques sensations. L'Asvel va recevoir encore et accueillera Alex Zved et sa troupe. Ça, c'est un truc à voir. C'est un match à voir, ça. Possible. Surtout que Fall va peut-être pouvoir se faire plaisir dans la peinture. Exactement. Et enfin, pour conclure cette journée, Barcelone recevra le Maccabi. Est-ce qu'il va y avoir du concassage de l'équipe de Sféropoulos selon vous? C'est Ben, possible. ouais, c'est possible, autant que Wilbekin va sortir un match à 30 déval et faire douter Barcelone. C'est toujours, c'est toujours ça la discussion, quoi. Mais normalement, ça va passer largement parce que Jasikevicius ne va pas avoir envie une seule fois de laisser le Maccabi gagner. Clairement. On peut passer au débat de la semaine. Un débat qui va être très simple puisque c'est quels sont les joueurs les plus indispensables à leurs équipes respectives. En l'occurrence, on voulait avoir ce débat parce que ça tournait un peu autour de l'idée de joueur le plus entre guillemets valuable pour son équipe, valuable également en Euroleague. Et y a pas mal de noms qui sont revenus, ça raccroche un peu le débat sur le MVP du début de saison. Et je pense qu'on va parler de gros noms, ça va faire plaisir. Tout de suite, je donne la parole à Mathieu, qui, je pense, a fait un top un peu similaire au mien. Tu parlais de mentions honorables. Est-ce que tu en aurais quelques-unes à nous citer? En mention honorable, ouais. Alors j'ai retenu Walter Tavares, Ah oui, qui pour moi fait vraiment un gros début de saison. Alors un joueur ultra valuable et ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir par rapport au profil qu'on entend régulièrement citer, puisque c'est un joueur qui brille avant tout par sa défense, mais tour de contrôle, c'est la muraille, c'est un impact physique, il buse les défenses adverses. Un joueur très précieux et qui a quand même une évaluation à plus de 17, donc c'est notable. Il pêche un petit peu par les résultats collectifs, je trouve, mais Sergio Rodriguez mérite amplement d'être cité, dans son rôle de créateur, de finisseur. C'est lui qui peut remettre la tête à l'endroit côté milanais, et c'était aussi un joueur que je voulais citer. Enfin, j'avais aussi Luc Sikma, du côté de l'Alba Berlin. Il a eu un petit peu de mal sur le début de saison, mais dès qu'il joue, il joue juste. Joueur très all-around, archi complet. Et j'avais aussi Hassan Martin, que j'avais envie de mentionner, parce qu'au-delà de l'impact statistique, je pense que c'est un joueur qui offre une telle domination athlétique, physique, qu'il use les défenses. Et finalement, au-delà des stats, c'est un joueur qui aide grandement son équipe. ouais, on en a quelques-uns qui se recoupent dans les mentions honorables. Romain, est-ce que tu en aurais d'autres à citer avant de passer aux joueurs les plus indispensables? Ouais, complètement. Et je vais commencer par un Français avec Nando De Colo. Et même si les résultats pour l'instant ne suivent pas du fait de la mauvaise passe du Fenerbahçe, mais c'est traduit par une chose, c'est qu'il n'est pas là.
Et quand De Colo était là en début de saison, bah, il faisait des grosses stats et le Fenerbahçe se portait mieux. Donc pour moi, c'est l'illustration parfaite du joueur valuable pour son équipe. C'est que bah, sans lui, le Fenerbahçe est perdu. Et sans un grand Nando De Colo, le Fenerbahçe n'ira pas bien loin. Donc j'ai De Colo. J'ai C'est vraiment parce que je l'aime beaucoup et que à un moment donné, pour traduire un collectif, il faut aussi savoir retirer un joueur précieux. Mais pour le Bayern, j'ai envie de citer Lucic, qui clairement fait une saison magnifique. Il est à quasiment 20 d'évaluation, donc on peut pas non plus passer à côté de ça. Donc pour moi, il représente bien la réussite du Bayern, mais qui tourne quand même autour d'un énorme collectif. Et puis j'en ai un dernier qui est juste là pour être mentionné. Et en même temps, j'ai envie de retirer que ce joueur, mais de ces quelques dernières semaines, c'est Pierre-Henry de Ouais. Vitoria, qui a enfin compris que son rôle n'était pas de sauver la nation tout seul, et plutôt de devenir un joueur essentiel en apportant du scoring, certes, mais surtout en faisant tourner la boutique comme il faut. Et finalement, quand on regarde les stats, ben, depuis la 9e journée, il est entre 5 et 10 passes de moyenne. Il fait aussi sur les 3 derniers matchs 4, 4 et 3 interceptions. Il prend des rebonds et il est au-dessus des 10 points. Donc pour moi, c'est aussi une pièce essentielle de Vitoria. Donc voilà, je trouvais que c'était des mecs à citer comme ça. J'avais à peu près les mêmes. J'ai juste pas Pierre Henry parce que c'est un joueur, j'ai vraiment du mal. Mais bon, on en reparlera un autre jour. J'avais juste simplement en plus Jordan Lloyd de l'Étoile Rouge. Même si bon, pendant les dernières journées, il a été un peu en deçà de ses performances habituelles. Mais bon, il est quand même à 18,4 points sur la moyenne, sur la saison, pardon, de moyenne. 50% à 2 points. Et c'est un joueur qui, je trouve. Je trouve assez intéressant. En ce début de saison, il nous a fait 2-3 journées intéressantes. Et je pense que quelques soirs, ça peut être le mec qui vous fait gagner un match et prive une ou deux équipes, on va dire, même si j'aime pas utiliser ce mot-là, contender ou outsider, celles qui visent les 4, 5, 6e places, de victoires importantes. Donc voilà, après, je vous donnerai mon top 3 qui, je pense, va être un peu commun, quoique, avec la 3e place. Donc voilà. Est-ce que vous aviez un autre joueur à rajouter, Romain notamment? Oui, alors bon, les résultats sont pas top en ce moment, mais j'ai quand même envie de le citer, c'est Grigonis. Pour moi, Grigonis doit être dedans parce que oui, le Žalgiris est au plus mal en ce moment, mais attention, il est très important et souvent quand il est dans de bons soirs, et ça l'est souvent cette saison, ben, le Žalgiris joue bien. C'est vrai, c'est un joueur super intéressant. Je l'ai redécouvert cette saison. Je pense que le Žalgiris devrait corriger le tir dans les prochaines semaines. En tout cas, je l'espère. Est-ce que on sort tous les trois notre top 3 et on verra bien si on a les mêmes. Mathieu, je te propose de commencer. Ouais, on commence avec le troisième du coup. Ouais, tu nous fais 3, 2, 1. Ça Ensuite, marche. Romain, je ferai pareil et puis on en discutera ensemble. Ok. Donc, juste moi, je me suis basé pour ce classement top 3 sur des critères un peu spécifiques. J'avais pris en considération les résultats collectifs. Pour moi, c'était difficile de pas mettre en fait de mettre plutôt des joueurs qui n'étaient pas dans le top 8. Il fallait quand même avoir un minimum de résultats collectifs. Des statistiques, bien évidemment, c'était le deuxième critère. Et le troisième critère, c'était l'impact global dans l'efficacité de ce collectif, son rôle de leader, mais aussi son langage sur le terrain, langage corporel notamment. Donc tout ça rentrait en considération et ça m'a permis de faire mon top 3. Donc en troisième position, j'ai placé Vladimir Lucic. Mhm. En deuxième position, j'ai Mike James. Et en première, j'ai Nikola Mirotic. D'accord, ok. Ouais, intéressant d'avoir Lucic en 3. C'est un joueur qui fait briller, enfin qui brille dans le collectif du Bayern. Donc on va voir si Romain l'a également. Ouais, Lucic, je l'ai mis dans mes mentions. D'accord. Et donc top 3, est-ce que ça va se recouper ou pas? Let's go. Alors, top 3, un... j'ai des ex-aequo à la 3e place. J'ai mis Walter Tavares du Mhm. Real avec Shane Larkin. Je mets Shane Larkin parce qu'on a un petit échantillon que de 7 matchs.
Mais quand on regarde les matchs de l'Anadolu, on sait que ce mec a de l'impact et que ce mec va faire gagner son équipe quand elle en aura besoin. En 2, du coup, je ne vais même pas faire 2 et 1, je vais juste échanger mes places avec Mathieu. En 2, j'ai Mirotic et en 1, j'ai Mike James. Ok. 2 Mirotic, 1 Mike James. Ok, d'accord. Alors, moi, ça se recoupe pas mal avec vous, les gars, pour des raisons qui me sont propres. Sauf la troisième place, où j'ai mis Polonara. Pourquoi? C'est un joueur, pardon, qui est dans un club que je n'apprécie pas, qui est le Baskonia. Malgré tout, il me donne envie de regarder cette équipe. Et vu que j'ai pris les mêmes points que Mathieu en considération, sauf les résultats collectifs, je l'ai mis en troisième parce que pour moi, il est indispensable à son équipe. À son équipe. J'ai pas mis dans mes choix, et donc du coup, ça va peut-être un débat là-dessus à avoir. J'ai pas mis le fait que l'équipe gagne les résultats de collectif parce que pour moi, en Euroleague, c'est pas comme la NBA. Tu peux mettre des points dans un collectif, mais tu gagneras pas. Enfin, c'est comment dire. En NBA, tu peux mettre des points et ton équipe va pas gagner. Alors que pour moi, en Euroleague, tu as forcément de coltiner des gros défenseurs. Chaque possession va être âpre et puis on laissera pas filer les matchs comme ça. Donc du coup, les victoires d'équipe, je les ai mis de côté. Voilà, c'est un choix personnel. En 2, j'ai mis Mirotic, qui pour moi est vraiment hallucinant dans le collectif du Barça. Même si il a eu des matchs où il a été pour moi un peu friable sur certains points. Je reviendrai dessus plus tard peut-être. Et en 1, Mike James, parce que l'impression visuelle est juste hallucinante. Il y a les perfs du CSK. Et comme Mirotic, hein, son équipe gagne beaucoup, mais quel joueur, quoi. 20,8 points, 21,10 d'éval. C'est impressionnant. L'impression visuelle qu'envoie ce mec-là est folle. Et j'espère juste un truc, c'est qu'on continuera de l'avoir en Euroleague et qu'il va pas retourner en NBA. Donc voilà. On se complète, hein, tous, enfin on se complète, on est tous à peu près dans la même vision avec Mike James et Mirotic de présent. Et c'est vrai que sur la troisième place, on est un peu tous différents. J'ai pas mis Lucic. Pourquoi? Parce que pour moi, il fait briller le collectif et j'ai pas osé mettre Lucic à la place de Polonara, même si je les vois à peu près dans le même rôle. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui Ouais, vous choque dans... ça s'entend. Bah, je vais faire le petit plaidoyer de Vladimir Lucic quand même. Ouais, c'est important, je pense. Bon, c'est un joueur, il l'avait déjà dit tout à l'heure Romain, mais qui est dans le top 5 au niveau de l'évaluation. On est à 19,8 en 12 matchs disputés. Un joueur qui tourne à 14 points, 65% à 2 points et un excellent 49% à 3 points. 5 rebonds, une passe, une interception, seulement 0,7 pertes de balles. Donc un joueur archi propre, ultra complet, qui moi me donne l'impression quand je le regarde jouer qu'en fait il peut apporter en fonction des nécessités sur le terrain. S'il va falloir plus se concentrer sur la défense, il va le faire. S'il faut scorer, il peut le faire. D'ailleurs, souvent, il sort un peu la tête de l'eau sur les fins de match. C'est là où il commence à être plus agressif en attaque. Je trouve qu'il a une maîtrise totale sur son jeu. Il a un vrai impact. Ce qui plaide, par contre, plus en sa défaveur, j'ai envie de dire, c'est un peu, je pense, dans la conscience collective, le fait de jouer au Bayern, petit marché, c'est un joueur un peu moins hypé, il est peut-être un peu moins charismatique, c'est quand même quelqu'un d'assez discret, assez silencieux, mais joueur incroyable et qui, à mon sens, a un impact énorme dans son équipe, tout en sans les aspects négatifs, on va dire, que cela peut engendrer. Ok, mais je pense que c'est tout à fait légitime ce que tu as dit. Euh, Est-ce que ça sera amené à changer vos top 3 selon vous? Bah, Euh, Moi, je pense pas. J'ai essayé de le faire un peu par anticipation sur la fin de saison. Et c'est d'ailleurs, je m'expliquerai pourquoi j'ai placé Mirotic en 1 et Mike James en 2, contrairement à vous. Mhm. D'accord. C'est super pertinent, je trouve, que d'avoir Tavares dans ton top 3, Matt. Parce que moi, je le C'est voyais Romain. pas comme ça. c'est moi qui l'ai, ouais. Oh, excuse-moi, Romain. Mais je pense que ça sera amené à évoluer si, et on le souhaite, je pense tous, si Larkin se réveille un peu. Parce que ça nous fera 4 superpuissances à même de bien s'embrouiller pour la lutte finale, que seront le Barça, du coup, les Fesses, le Real et le CSK. Tu voulais dire, Romain? Non, mais non, enfin,
pour Lucic, moi, il pourrait arriver dans mon top 3 facilement. Enfin, les gens qui me connaissent savent l'amour que je lui porte parce que formé aux partisans et puis parce que il a tout ce que j'aime chez un joueur de basket. C'est ces joueurs très longs, capables d'artiller à 3 points, de faire un peu tout. Euh, J'admire ce joueur, je l'adore. Donc oui, lui, il pourrait largement rentrer dans mon top 3. J'ai fait le choix de joueurs avec des statistiques plus individuelles que lui, parce que même s'il fait ses stats, il est le résultat d'un collectif. Donc moi, j'ai fait ce choix, mais on parle quand même, alors pour ceux qui suivent beaucoup la NBA, il y a le fameux club des 50, 40, 90 au niveau des pourcentages à 2, 3 et au lancer franc. Là, on parle quand même d'un mec qui shoot à 65% à 2 points, à 49% à 3 points et à 90% au lancer. Donc, c'est du très propre ce que fait Lucic. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Après, moi, Tavares, je le mets justement parce que on a un joueur qui a un impact des deux côtés du terrain. Il profite de sa taille en attaque. Ça, on peut pas lutter. Il est à 72% à 2 points, mais il récupère les passes lobées, il est au-dessus de tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout que depuis le début de saison, il s'est montré décisif en défense. J'ai en mémoire récemment le match contre l'Asvel où il fait tomber Charles Cahudi sur un contre, il bloque Yabusele qui part au dunk. Et c'est des moments ultra clutch. Et pour moi, j'ai toujours cette phrase en tête qui dit que l'attaque fait gagner des matchs et la défense fait gagner des titres. Et pour moi, Tavares représente cette phrase. Et Pablo Lasso va devoir se reposer aussi sur ces valeurs que Tavares lui propose. Et pour moi, voilà pourquoi je l'ai mis en troisième, c'est parce il impacte en attaque, mais c'est surtout voilà, c'est une muraille, c'est quelqu'un de clutch défensivement, et peut-être que sur un match pour se qualifier au Final Four, ou justement pour aller en finale, ou même en finale, eh ben, c'est 2,20 m à un moment donné, il va en avoir besoin, et je crois que c'est Jacques Monclar qui disait que à la fin, un grand reste toujours un grand, et Exactement. que ça va être relou à jouer tout au long du match, quoi. On est un sport de grand, d'autant plus quand il a un minimum de mains, contrairement à Iliman Diop. Ouais. C'était gratos. Mais bon, je le trouve tellement, voilà, je trouve qu'il progresse pas. Effectivement. Au final, c'était pas vraiment un débat, parce que malgré tout, on était plutôt d'accord sur certaines choses. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a pu tout simplement mettre en valeur des joueurs dont on ne parle pas tout le temps, mais qui sont tout à fait intéressants. Pour ma part, Polonara, Tavares et également Lucic. Donc c'était cool. Et puis, si on a pu vous faire connaître de nouveaux noms ou que vous pourriez davantage regarder ce qu'ils font sur les matchs, et bah tant mieux. Tant mieux, ça fait partie de notre but. On veut un peu évangéliser les gens à l'Euroleague, à ces nouveaux noms. Est-ce que t'as une dernière remarque, Mathieu, ou on peut enchaîner sur la chronique de Romain? Ouais. Pourquoi, selon vous, Mike James est plus valuable ou impactant ou décisif que Mirotic? L'impression visuelle, pour moi. Et moi, parce que cette saison, il a déjà montré qu'il voulait aller faire gagner son équipe. Je sais plus contre quelle équipe il met le buzzer beater. Là, c'est lui qui prend les Contre choses le en main Real. contre. Voilà, c'est ça, contre le Real, il met le buzzer beater. Contre le Khimki Moscou, il est partout et c'est lui qui tue le match. Donc pour moi, il a prouvé cette saison qu'il allait faire gagner son équipe. Mirotic, c'est différent parce que lui, il fait ses stats, mais dans un collectif qui, pour l'instant, écrase la concurrence. Ouais, c'est ça. Après, le truc, c'est que Mirotic, pour avoir vu un bon paquet de matchs de Barcelone cette saison, c'est qu'il est capable à tout moment de faire des matchs de porc. Il est tellement facile Mhm. qu'à certains moments, on sait que s'il a décidé d'en coller 30, il va en coller 30. Malheureusement, son équipe est tellement au-dessus pour l'instant que moi, il m'a pas encore prouvé qu'il pouvait être décisif pour son équipe. Il a dépassé qu'une seule fois les 20 points cette saison. Et vu que son équipe n'est pas en difficulté, ils n'ont pas besoin de tirer plus la couverture sur lui. Alors que du coup, Mac James, il s'est retrouvé déjà en position où son équipe a eu besoin de lui et où il a tout arraché tout seul.
Chose que l'année dernière, le Barça avait besoin avec Mirotic. Et ça s'est senti que cette saison, ils sont beaucoup plus à l'aise, l'effet Jasikevičius, parce qu'en plus, ces minutes sont bien gérées, je trouve, à Mirotic. Ouais, c'est cohérent. Après, moi, je pense effectivement, alors mon cœur plaide Mike James à 300%, mais si j'essaie de rester objectif sur la durée de la saison, j'ai peur que Mike James, ça s'essouffle aussi, parce qu'il a quand même un jeu à haut risque. C'est un joueur, tu parlais de usage tout à l'heure, et je pense qu'il doit être énorme. Et Mirotic, finalement, il a des statistiques qui lui permettent d'être premier à l'évaluation. Ouais. Je pense qu'il joue honnêtement qu'à 80% de ses capacités. Et le pire, c'est de se dire qu'il fait ça avec un temps de jeu de 24 minutes. C'est ça. Donc, Après, il y a une marge de progression folle. Et en fait, c'est un peu, s'il fallait faire une comparaison avec la NBA, choisir entre LeBron James, qui est constant et finalement qui en maîtrise tout le temps, ou miser sur un Damian Lillard qui va faire l'exploit d'aller chercher des matchs quasiment à lui tout seul, quoi. ouais, même si c'est ce qu'elle défend. Mais c'est ce que tu disais sur Mike James, c'est vrai. Hein. Enfin, on en parle souvent entre nous dans notre groupe privé, mais qu'est-ce qu'il est fort. Et le truc, c'est que si il arrive à être sur la saison comme ça, il y a fort à parier qu'il y a un moment où il y a une équipe NBA qui va le rappeler en 6e homme pour mettre le feu et en sortie de banc. Et quelque part, on n'a pas intérêt à ce que ça arrive parce que il fait tellement du bien à cette Euroleague-là ce serait dommage. Mais il faut être très honnête et se dire que les tirs qu'il prend et qu'il met surtout, que ce soit contre le Kimki ou le match contre le Real, notamment le buzzer qu'il met qui est hallucinant, s'il continue à les mettre toute la saison, donnez-lui le trophée, donnez-lui le titre, faites une statue pour lui à Moscou, quoi. Mais c'est typiquement la mentalité américaine. C'est ce genre de mecs qui, jamais, au grand jamais, ne vont laisser les gens les faire douter. Et ce mec, cette saison, ne doute pas, mais absolument pas. Et son équipe en profite largement, mais dès qu'il a décidé d'enclencher la machine, mais éteignez les lumières mais lui continuera tout le temps et il est déterminé et c'est beau à voir, c'est un autre style de mentalité parce que Mirotic, voilà, profite de tout ce que Jasikevičius lui met en place, etc. Mais des fois, Mike James, lui, il appuie sur l'accélérateur, c'est allez, laissez-moi faire, je m'en occupe. Mhm. Mhm. Et C'est ça. c'est, comme tu dis, l'impression qu'il laisse visuellement est incroyable. Et en plus, ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas comme Shved, où Shved, on a vraiment l'impression qu'il force et fait tout seul. Là, Et on a puis il demande l'impression des que fautes tout le temps aussi. voilà, Alors c'est ça. que Alors que Mike ouais. James, on a l'impression qu'il se met quand même au service du collectif. Il fait peut-être moins de passes que Shved en termes de moyenne, mais on a le sentiment que les passes qu'il fait, c'est vraiment intelligent. Shved, c'est je fais la passe parce que je suis dans la merde et je laisse mes copains en galère. Mike James, il fait la passe parce qu'il vient d'attirer toute la défense et qu'il sait que son coéquipier est bien placé. C'est Et je ça. trouve que Il est en contrôle. juste sur cet impact, voilà, sur le contrôle qu'il a, je le trouve beaucoup plus intéressant malgré ce fait que certains pourront dire oui, mais il est soliste, il a marqué 36 points, il prend tous les ballons, machin, etc. Mais je trouve il sait ce qu'il fait. Et Shane Larkin est en train de devenir comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des gros matchs au scoring, mais ils sont aussi capables de se mettre au service du collectif. Et ça devient très intéressant. Ouais, la comparaison est De super toute pertinente. façon, il suffit de regarder ses pourcentages au tir, hein, malgré les tirs compliqués qu'il prend, c'est 56% à 2 points, 44% à 3 points, Mike James. Donc, il est rentable en plus dans sa prise de tir, c'est pas du croquage. C'est ça. La grande question pour moi, et un jour on demandera à Olivier et Romain de nous préparer un sujet là-dessus, c'est comment tu défends sur lui. En Parce que mettant McCullum déjà. ouais, ouais. Tu le Après, blesses. tu as McCollum, il sait défendre en fin de match quand c'est chaud. Parce que je l'avais vu à Nanterre, et d'ailleurs l'impression visuelle, c'est un jour aussi dont il faut parler. Mais après, voilà, c'est Nanterre en face, sans vouloir leur manquer de respect. Et puis il avait envie. Mais il peut pas défendre sans Mike James. Même avec la meilleure volonté du monde, il va faire faute systématiquement. Mais comment on défend dessus? Et déjà, collectivement, tu peux trouver une solution collectivement, même si tu peux que un peu diminuer son rendement. Mais individuellement, qui t'envoie au charbon? Moi, je vois personne réussir à défendre sur lui parce que je le trouve hallucinant. Vraiment. Les tirs qu'il prend, c'est n'importe quoi. Parce que ces step back sur un pied, là, il les prend. J'ai l'impression qu'il les prend en dilettante, alors que, comme disait Romain, il est en contrôle. Et c'est ça qui rend fou. C'est ouf. Enfin, quel joueur.
Il n'y a pas d'autre mot. C'est incroyable. Je pense qu'on a un peu tout dit dans ce débat, même si malgré tout, il était moins animé que certains autres qu'on a pu avoir. Mais promis, hein, on sortira des débats où on s'écharpera. On sait que vous aimez ça, bande de vilains. Donc du coup, on va laisser la parole à Romain pour sa légendaire chronique et clore cet épisode 7 de l'Hebdo Euroleague. Ah les amis, cette semaine, je me suis régalé. J'ai vu des magnifiques passes dans le dos, des dunks, des joueurs qui frôlent le triple-double, des joueurs en double-double et des tirs à 3 points de très, très longue distance. Non, Corentin, j'en ai rien à faire du début de saison de la NBA. Je te parle de l'Euroleague. Ne commence pas à vouloir me faire une émission spéciale NBA, sinon je te dénonce auprès de l'équipe. On le sait tous que tu as toujours préféré l'équipe de France à l'équipe d'Espagne. Bon, bref, du coup, pas de Lamelo Ball ici, pas de Michael Bridges ou de Stephen Curry. Merci. Ici, on parle Mike James, Joël Bolomboy ou Marius Grigonis. Mais d'abord, commençons par la nouvelle de la semaine. Le meneur du Zalgiris, Rokas Jokubaitis, commence à peine à se faire un nom en Euroleague que certains intellectuels commencent déjà à profiter de lui. En effet, pour ceux qui n'ont pas suivi l'info, un sombre inconnu a volé son identité pour dérober environ 10 000 € à une fille qui pensait sortir avec le numéro 31 de Kaunas, rencontré quelques semaines plus tôt sur une application de rencontre. Je ne sais pas si la demoiselle va retrouver son argent, mais le fraudeur en tout cas a été arrêté. Mec, c'était couru d'avance. C'est comme si j'essayais de ressembler à Alex Zved avec mes cheveux longs et ma tête blanche comme un cachet. Sauf que le problème, c'est qu'à la première passe décisive, on va sentir l'embrouille. Non, vraiment, trop compliqué comme histoire. Laisse tomber. Cette semaine aussi, on a appris que Tony Parker avait investi dans l'équitation. Joueur légendaire, président à la tête d'un projet ambitieux, homme d'affaires plutôt bien parti dans sa reconversion. Non, vraiment, l'ex-Spurs fait des choses bien. Mais, on peut déjà lui dire qu'avec Aleric Freeman, il a misé sur le mauvais cheval et que les bons joueurs se trouvent dans de bien meilleures écuries qu'une équipe en Chine. Du coup, l'Asvel pensait gagner le prix de l'Arc de Triomphe, enfin l'Arc Siegesster à Munich, mais est donc resté aux portes de la victoire. Les plus germanisants, j'ai jamais su dire, auront donc compris le jeu de mots. Pour les autres, direction Wikipédia, et pour les plus fêmards, bon, je vous l'explique, porte de la victoire égale Siegesster. C'est bon, tout le monde a compris ? Même moi, j'ai compris, ça va. Je veux bien raconter souvent des conneries, mais parfois, j'y mets la forme et le fond. Je vous rappelle aussi que c'est pour ça que je regarde l'Euroleague et pas la NBA. Bon, on passe. Je ne sais pas si c'est mes insomnies à force de regarder les matchs tard le soir ou si mes parents m'ont transmis un pouvoir d'oracle, mais on va préciser 2-3 petites choses. Souvenez-vous, il y a quelques émissions, je demandais du changement à Vitoria. Depuis, 4 victoires en 5 matchs. J'avais aussi annoncé que Berlin au complet allait faire mal. Le bilan, 3 victoires de suite. La semaine dernière, j'étais en train de dire que l'Olympiakos avait bien besoin d'un 5 majeur remanié pour rééquilibrer son jeu. J'avais aussi précisé qu'il fallait Octavius Ellis en poste 5. Messieurs, Bart Zokas m'a entendu et son équipe a gagné. Alors, pour rigoler cette semaine, je vais donc demander à Jved d'être collectif pour voir le Khimki Moscow Final Four. L'oracle de Limoges. Exactement. Du coup, on se donne rendez-vous à Cologne en mai prochain pour voir si ça s'est vérifié. Bon, avant de vous laisser, on va faire un petit moment lexique basket. Du coup, j'enchaîne. Berlin a réussi à vaincre grâce à sa zone, tandis qu'en ce moment, le Fenerbahçe, c'est un peu la zone. Et puis, quand on entend zone restrictive, il y a Tavares qui va avec, alors que Mike James est clairement dans la zone. Oui, ce genre de performance que nous a offert l'Américain m'a donné envie de danser comme un con sur les ailes d'un avion à la ozone. Ainsi, l'extraterrestre tout droit sorti de la zone 51 avec son évaluation me fait citer un morceau de rap pour le qualifier. Et donc, tel Jacques-Henri Hérault avec l'OM, je rends hommage au Marseillais. Mike James, il n'y a plus de doute, on l'appelle l'OVNI. Bon, et puis pour conclure, il fallait bien une petite pensée pour la légende. L'homme que l'on appelait le désosseur de poulet, ou l'écran géant lorsqu'il posait des pics pour ses meneurs. Alors, bonne retraite à toi, Big Sofo, tu l'as bien mérité, et prends soin de toi. Allez, à la semaine prochaine les amis. Merci Romain, encore une excellente chronique. Et oui, bonne retraite au géant Sophoclis Scorsianitis. Merci à tous d'avoir écouté cet hebdo numéro 7. Merci Mathieu, merci Romain. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'Euroleague. Ciao ciao les gars. Salut les gars.